Bonjour, on représente ici donc le TP2 de la génétique des populations qui porte sur la sélection naturelle, un facteur de l'évolution qu'on va étudier par simulation en utilisant un modèle mathématique qu'on va expliquer par la suite. On ne peut pas parler de la sélection naturelle sans évoquer bien sûr le nom de Charles Darwin, donc un scientifique qui a vécu au 19e siècle et qui a étudié, donc c'est un naturaliste, qui a fait des observations lors de ses voyages aux îles Galapagos. Donc Charles Darwin, c'est le fondateur de la théorie de la sélection naturelle comme moteur de l'évolution des espèces. Selon Charles Darwin, en étudiant, en observant donc les pinsons, il a pu déterminer que les becs des pinsons permettaient aux oiseaux d'être mieux adaptés à leur environnement. Ici, on voit bien donc les différents types de becs et par rapport pour Charles Darwin, la forme de bec permet l'adaptation à l'environnement et on voit bien déjà avec Darwin que dans l'évolution, il y a le phénotype et il y a l'environnement et donc l'adaptation à l'environnement. D'après toujours la théorie de Darwin, les espèces elles présentent les caractères les plus avantageux pour survivre et ces individus vont se développer et se reproduire alors que les moins adaptés vont disparaître. On voit bien que cette théorie, donc à l'origine, il a connu beaucoup de modifications, mais là, on a présenté la théorie d'origine expliquée par Darwin. Par définition, la sélection naturelle, c'est un facteur évolutif, on rappelle un facteur évolutif déterministe, qui correspond au changement d'une génération à l'autre dans la composition génétique, c'est-à-dire dans les fréquences génotypiques et les fréquences géniques d'une population. Les changements génotypiques et géniques, ils s'expliquent par la contribution différente des génotypes à la reproduction dans un milieu donné. Ceci veut dire que les génotypes, les phénotypes ne contribuent pas de la même manière à la fécondation. Donc, il y en a qui vont contribuer plus et d'autres qui vont contribuer moins. Les facteurs de la contribution différentielle, la différence dans les contributions, elle est due à deux facteurs principaux. D'abord, une viabilité différente. Ceci veut dire que les différents génotypes n'ont pas les mêmes chances de survie. Et donc, l'exemple extrême, c'est pour les phénotypes ou les génotypes qui sont non viables, la létalité. Et le deuxième facteur, c'est la fertilité qui est différente selon le phénotype. Donc, on va avoir des phénotypes plus fertiles, ils ont une capacité de se reproduire qui est plus importante que d'autres qui vont être moins, avec une capacité moins importante. Si on parle de contributions différentes, cette contribution, on va la caractériser par ce que nous appelons la valeur adaptative ou bien valeur sélective d'un phénotype donné ou d'un génotype donné. Si on prend un locus autosomal diallélique, grand A, petit a, donc on a les trois génotypes, le dominant, grand A, l'hétérozygote grand A, petit a et le récessif. Et donc, chaque génotype va avoir une valeur adaptative propre. Donc, sigma 1 pour grand A, sigma 2 pour l'hétérozygote et sigma 3 pour le récessif. Également, dans la littérature, la valeur sélective ou la valeur adaptative, elle peut être notée par le symbole W. Donc, ça peut être soit sigma, soit W. À quoi correspond donc
les valeurs adaptatives. Comme nous avons vu tout à l'heure, dans la contribution différentielle, il y a la viabilité et il y a la fertilité. Donc, on définit la valeur sélective d'un individu, d'un phénotype, par le produit de la viabilité et la fertilité. Et donc, on va voir une valeur sélective absolue, et à partir de ces valeurs absolues, on va déterminer les valeurs sélectives qui sont relatives. On donne l'exemple, par exemple, toujours pour le locus grand A, petit a, la valeur sélective absolue de grand A, on voit bien, il dépasse 1. Il est sigma grand A est égal à 1,5, et pour le récessif, la valeur sélective, elle est de 1. Donc, on voit bien à partir de ces valeurs que l'homozygote grand A, il va contribuer plus. Le produit de la fertilité et de la viabilité est plus important que celui du récessif petit a, petit a. Mais pour comparer, on va rapporter pour chaque génotype, on va rapporter sa valeur par rapport à celui qui a la valeur la plus élevée. Donc, on va définir la valeur sélective relative qui correspond au rapport entre la valeur absolue du génotype en question rapportée à la valeur la plus élevée, donc du génotype, la valeur la plus élevée, donc le génotype le plus adapté. Dans notre exemple, la valeur absolue la plus élevée, c'est celle de grand A 1,5, et donc on va rapporter toutes les valeurs sélectives absolues par rapport à 1,5. Ainsi, la valeur sélective relative de grand A, il va être égale à l'unité, c'est-à-dire 1,5 divisé par 1,5, et celle du récessif, elle est de 1 par rapport divisé par 1,5, soit 0,67. Donc, on peut lire ceci, que le récessif petit a, il va contribuer seulement de 67% par rapport à 100% de grand A, grand A. À côté donc de la valeur sélective ou la valeur adaptative d'un génotype, on définit ce qu'on appelle le coefficient de sélection d'un génotype donné, donc le génotype I, et ce coefficient de sélection, il définit la force, il mesure la force sélective contre le génotype en question. Ce coefficient, il est noté SI, donc S1 pour grand A, S2 pour l'hétérozygote et S3 pour le récessif. Il existe une relation qui lie le coefficient de sélection à la valeur adaptative, c'est que leur somme est égale à 1. Ainsi, donc SI est égal à 1 moins sigma I, c'est-à-dire la valeur adaptative relative du génotype I. Le coefficient de sélection, elle est compris entre 0 et 1. On voit bien, plus le coefficient de sélection est élevé, plus le génotype en question est moins adapté, c'est-à-dire qu'il subit une force sélective qui est contre lui, qui est très, très importante. Et inversement, quand la force sélective elle est minime, la force adaptative, le degré d'adaptation, elle est plus importante. Dans le cas de la sélection naturelle, il faut bien distinguer deux situations, la situation avant sélection et la situation après sélection. Dans le modèle, donc, on va considérer la population, donc toujours pour le même locus grand A, petit a, à la génération T-1 et à la génération après sélection, c'est-à-dire à la génération T. Chaque génotype, il est caractérisé par ses fréquences. Donc, grand A avant sélection est égal à P au carré, l'hétérozygote 2PQ et le récessif Q au carré. Comme nous avons dit, la population soumise à la sélection naturelle, ces individus, les différents génotypes ou phénotypes, ne contribuent pas de la même manière. Donc, on va affecter à chaque génotype sa valeur adaptative
propre. Sigma 1 pour grand A, sigma 2 pour l'hétérozygote et sigma 3 pour le récessif. Évidemment, la fréquence de grand A lors de la sélection, c'est plus P carré, mais ça va être le produit. Donc, c'est la fréquence qui tient compte également de la valeur adaptative. Après sélection, donc on va avoir respectivement pour grand A, la fréquence P carré sigma 1. Pour l'hétérozygote, c'est 2PQ avant sélection multiplié par sa valeur sélective. Et pour le récessif, c'est Q carré sigma 3. Donc la somme de ces trois fréquences, elle donne ce qu'on appelle la valeur sélective moyenne dans la population. Pour trouver les fréquences génotypiques après sélection, bien sûr, on doit normaliser la fréquence de chaque génotype par rapport à la valeur adaptative moyenne. Et ainsi, donc, pour grand A, la fréquence c'est P carré sigma 1 divisé par sigma bar, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un changement de la fréquence de chaque gène. Donc, comme les fréquences génotypiques varient entre la situation avant sélection et après sélection, donc on s'attend à un changement des fréquences alléliques, donc P' et Q'. Donc, après sélection, on va trouver la fréquence de l'allèle grand A, c'est la fréquence grand A, donc c'est P carré sigma 1 plus la moitié de la fréquence des récessifs, c'est-à-dire plus PQ sigma 2 sur sigma bar. Et de la même manière, donc la fréquence de petit a, donc Q', c'est la fréquence de petit a plus la moitié de la fréquence des récessifs, des hétérozygotes, c'est-à-dire Q carré sigma bar. Donc on voit bien qu'on va avoir une variation de la fréquence. Nous avons dit il y a un changement des fréquences dans la composition génétique, donc des fréquences alléliques. Donc, on va passer de P à la génération T-1 à la fréquence P', toujours pour grand A, à la génération T, et on va passer de Q pour petit a à la fréquence Q' après une génération, c'est-à-dire à la génération T. Les fréquences, donc nous avons vu qu'ils vont connaître un changement, ils vont changer d'une génération à l'autre. La fréquence de l'allèle grand A, c'est P' qui est égal à PT, et donc c'est PT moins 1, et par une série de développements, donc ça vous l'avez vu en cours, on va obtenir delta P, c'est la variation, c'est PT moins 1, P1 moins P0, c'est la variation entre deux générations successives. Donc, ça va donner le développement de cette formule. Il va donner delta P est égal à PQ, facteur de P, facteur de sigma 1 moins sigma 2, plus Q, facteur de sigma 2 moins sigma 3 sur sigma bar, c'est-à-dire sur la valeur rapportée à la valeur sélective moyenne dans la population. Donc, on voit bien la variation des fréquences d'un allèle entre deux générations et dépend des fréquences P et Q, donc des fréquences initiales, et il dépend également des valeurs adaptatives ou des valeurs sélectives des trois génotypes sigma 1, sigma 2 et sigma 3. On voit bien donc, comme on a déterminé delta P, on peut facilement trouver delta Q qui est l'opposé de delta P. Le devenir donc des fréquences alléliques, donc P va augmenter ou bien va diminuer, il dépend bien sûr du signe de delta P, donc du signe de la variation. Si la variation entre deux générations, donc des fréquences entre deux générations, elle est positive, ça veut dire que la fréquence de l'allèle en question va augmenter. Donc, il va augmenter d'une génération à l'autre. Par contre, si la variation est nulle, ça représente donc
la situation de l'équilibre. Il n'y a pas de changement dans la fréquence. La fréquence ne change pas d'une génération à l'autre, donc delta P elle est nulle. Ou bien, si la variation de la fréquence elle est négative, ça veut dire que la fréquence elle va diminuer d'une génération à l'autre. C'est pour cela qu'il faut analyser donc la variation delta P pour les différents types de relations d'ordre entre les valeurs sélectives. En d'autres termes, il faut analyser la variation de delta P en tenant compte quel est le génotype qui est avantagé, quel est le génotype qui est désavantagé, c'est-à-dire on va comparer les valeurs adaptatives des trois génotypes. La comparaison donc des valeurs sélectives donne lieu à 4 situations. Donc, toujours pour le même locus grand A, petit a, il y a les 3 génotypes et les valeurs sélectives sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc, la première situation, on peut avoir la valeur sélective de l'homozygote dominant qui est supérieure ou égale à celle de l'hétérozygote, elle-même supérieure ou égale à celle du récessif. Donc, on voit bien quand on a cet ordre de relation entre les valeurs sélectives, on a ce qu'on appelle une sélection directionnelle en faveur de l'allèle grand A. Donc, l'allèle grand A, on voit bien ici, c'est le génotype, c'est lui qui possède la valeur sélective la plus élevée. La deuxième situation, c'est l'inverse de la première. Au lieu que ce soit grand A qui est le plus avantagé, ici c'est le récessif qui est le plus avantagé. Et toujours on va avoir une sélection directionnelle, mais cette fois-ci en faveur de l'allèle petit a, donc qui est porté par les individus récessifs qui sont plus avantagés. La troisième situation, on peut avoir la valeur sélective. L'hétérozygote, il va avoir une valeur sélective qui est supérieure à celle des deux autres homozygotes. Donc là, c'est ce qu'on appelle la superdominance. La quatrième situation, c'est là où l'hétérozygote possède une valeur sélective inférieure à celle des deux homozygotes et c'est le cas de la sous-dominance. Donc, pour résumer, selon la relation entre les valeurs sélectives des trois génotypes, on peut se retrouver dans la situation où la sélection va être directionnelle, donc il va vers l'augmentation de la fréquence d'un allèle, soit grand A, soit de petit a, ou bien dans le cas où on va avoir une super dominance, là où l'hétérozygote a une valeur sélective, elle est plus avantagée par rapport deux homozygotes, ou bien la troisième, c'est celle de la sous-dominance, où l'hétérozygote est moins avantagé par rapport aux deux homozygotes. Pour illustrer donc ces trois types de sélection, donc, nous avons donc, dans ce graphe, on a représenté donc, sur 3 générations, le phénotype ici il est très clair et pour chaque illustration, donc, on peut regarder donc, la flèche qui indique donc la force sélective. Donc, pour la première, on voit bien qu'à chaque génération, c'est les couleurs claires qui disparaissent. Donc, il y a à chaque fois moins de couleurs claires qui apparaît à chaque génération. Donc, ici, ça représente une pression directionnelle, donc c'est dans le sens qui favorise l'allèle qui est responsable de la couleur sombre ici. Pour l'illustration donc du milieu, on voit bien les flèches, c'est sur les côtés, ça représente donc une pression en faveur de l'hétérozygote. Ici, la force sélective, elle est contre les deux homozygotes, et on voit bien à chaque génération, il y a moins d'homozygotes, et donc ça représente la pression stabilisante. Par contre, l'illustration donc de droite, la troisième, on voit bien la flèche, elle est sur l'hétérozygote, et à chaque génération, il y a moins de... Donc ici, c'est schématique,
il y a moins d'hétérozygotes, donc c'est une pression divergente. Par la suite, on va voir pourquoi ce qu'on appelle ici stabilisante et pourquoi on appelle ici une pression divergente. Bon, au départ, on a parlé d'un modèle qu'on va utiliser pour étudier la sélection naturelle parce qu'on ne peut pas le faire sur des populations naturelles, mais notre approche, elle est basée sur le modèle. Le modèle utilisé, c'est on va considérer un locus grand A, petit a, et une population de grands effectifs, donc N, et le N, cet effectif, il va être constant d'une génération à l'autre, justement pour éviter donc l'effet de la dérive génétique. Il y a deux situations. Donc, la population à la génération 0, c'est-à-dire avant sélection, cette population, il va être caractérisée par les fréquences alléliques P0 de grand A et Q0 de l'allèle récessif petit a. Dans ce modèle, on va simuler, donc pour la situation avant sélection, on va simuler la fécondation. On va simuler la fécondation, c'est-à-dire la formation des zygotes en faisant le tirage des gamètes, donc 2 à 2. Donc, deux gamètes, ils vont donner un individu. Donc, on voit bien dans ce modèle, contrairement à la dérive génétique, on va s'intéresser plutôt au génotype, donc aux individus, et non pas une analyse par gamète. Donc, c'est pour ça qu'on va considérer les individus, c'est deux gamètes qui vont donner un individu. Pour passer à la situation après sélection, bien sûr, les trois génotypes n'ont pas les mêmes valeurs adaptatives, donc chacun il va contribuer à la formation de la génération après selon sa valeur adaptative. Et donc, on va prendre en considération les valeurs adaptatives de chaque génotype et cette prise en considération va nous permettre de calculer les fréquences P1 de grand A et Q1 de petit a. Ces fréquences, donc, vont constituer la structure de la population à la génération 1. Pour passer à la génération 2, on va refaire la même chose, c'est-à-dire on va considérer P1 et Q1, on va simuler la fécondation, donc on va obtenir les effectifs avant sélection, c'est-à-dire la panmixie, et on applique encore les paramètres de la sélection pour obtenir P2 et ainsi de suite. Donc le modèle, il est basé, en fait, on considère une population de grande taille pour éviter l'effet de la dérive, on considère un gène diallélique et on considère la situation avant sélection et après sélection. Et donc, on va voir comment les fréquences ils vont évoluer. Dans notre modèle, donc c'est un modèle probabiliste bien sûr, on va utiliser, comme dans le cas de la dérive, lors de l'étude de la dérive par simulation, nous avons un sac et nous avons des jetons de couleurs différentes. Des jetons de couleur noire et des jetons de couleur rouge pour représenter un gène diallélique, un locus avec deux allèles. On peut mettre grand A, il correspond à la couleur rouge et petit a, il correspond à la couleur noire ou inversement. Donc, il suffit d'affecter à une couleur un allèle donné. D'accord. Bon, la structure initiale de la population, elle est représentée par le nombre d'individus qui vont se croiser, et par les fréquences alléliques, c'est-à-dire la fréquence des jetons. Donc, on va mettre dans le sac, ici, nous avons le sac dans lequel on va mettre les jetons rouges et les jetons noirs en fonction de l'effectif. On va faire une démonstration et les jetons ils vont être mis en tenant compte des fréquences alléliques. La deuxième étape, c'est la simulation de la fécondation.
simulation de la fécondation, il va être fait par le tirage au sort des gamètes utiles. Donc, on va faire le tirage à chaque fois de 2 jetons. Donc, pour constituer la génération des descendants, donc on va faire un tirage sans remise. Donc, les 2 gamètes, ils vont donner un individu et de 2 jetons à la fois. Comme on a dit tout à l'heure, on va raisonner en termes d'individus qui ont 2 gamètes. On voit bien si le tirage donne 2 jetons rouges, ça veut dire c'est l'union d'un gamète grand A avec un gamète qui porte grand A, et donc ça donne un individu qui est de génotype grand A. Si par contre le tirage donne un jeton rouge et un jeton noir, ceci veut dire que l'individu qui résulte, il a grand A, petit a, donc c'est un hétérozygote. Comme le tirage, il peut donner 2 jetons noirs, donc c'est un récessif petit a. Donc là, ce qu'on vient de dire, le couple de jetons tirés, il est séparé en 3 types d'individus. Donc ici, si on a 2 noirs, 2 rouges, en prenant bien sûr le rouge pour représenter grand A et le noir pour petit a. Quand on a 2 jetons rouges, c'est un individu grand A. Si on a un rouge et un noir, c'est un hétérozygote. Si on a les 2 noirs, c'est un récessif petit a. Donc, pour passer donc ça, on va faire le tirage pour obtenir les 3 types d'individus. Donc, on va compter jusqu'à ce qu'il y ait plus de jetons dans le sac. Ceci, ça correspond à la panmixie, donc l'union au hasard des gamètes, et ça donne les effectifs avant sélection. Pour passer à la génération suivante, on va appliquer la sélection en tenant compte des valeurs sélectives des 3 génotypes. Le résultat, donc, il va nous permettre de constituer la structure de la nouvelle génération et donc de calculer P et Q. Comme démonstration, donc, on va considérer une population donc, qui est constituée de 50 individus. Donc, on va faire ce travail de démonstration devant vous. On va considérer une population constituée de 50 individus, donc de 100 jetons. Donc, on va mettre 100 jetons. Il y a 50 individus, c'est 100 allèles. Donc, on va mettre 100 jetons, mais pour lesquels nous avons la fréquence de grand A, elle est de 0,2 et la fréquence de petit a, elle est de 0,8. Donc, on va mettre dans le sac en principe 20 rouges.